Bon, c'était passionnant, on va revenir peut-être. Non, mais c'était passionnant. Très intéressant. Ça fait du bien de temps en temps de se poser et de réfléchir et de comprendre un peu de hauteur. Prendre Voilà, un peu de fond. hauteur, un peu de fond, exactement. comprendre les tenants et les aboutissants. Est-ce qu'on peut parler de François Bayrou ? Oula. Jules Torres, On reste en hauteur, là. On reste en hauteur. La hauteur, Là, on est dans les cimes paloises. On est dans les cimes paloises. Alors, je ne suis pas sûre qu'on prenne de la hauteur, puisque les courbes d'impopularité. C'est compliqué. Et c'est pour ça que je me tourne vers Jules Torres, parce qu'on vient de m'envoyer effectivement les infos. ces informations du JDD, qui va publier un baromètre IFOP, le JDD, les courbes d'impopularité d'Emmanuel Macron et de François Bayrou se croisent. Elles se croisent. passe-t-il ? Absolument. Baromètre IFOP JDD mensuel, que j'ai la chance de commenter à chaque fois que je viens chez vous, Serre Pascal. Et pour la première fois, François Bayrou possède plus de Français mécontents de son action que de l'action d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui pourtant n'est pas, il n'est pas au gap de sa popularité. Il est à 72% de mécontents. Bon, il récupère quand même 4 points. Je ne souhaite pas être président. En revanche, François Bayrou, 75% de mécontents. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un gadin de ce niveau-là. Déjà le mois dernier, il avait perdu 11 points, souvenez-vous. C'était les pires heures de la 5ème République. Je crois qu'il y avait que Rocard et Dominique de Villepin qui avaient connu une telle descente aux enfers. Mais François Bayrou, on a l'impression qu'il s'en fiche. Mais c'est incroyable, oui, c'est vrai, les Français voient qu'il n'a pas de cap, considèrent qu'il n'a pas de cap, considèrent qu'on est dans l'immobilisme, qu'il y a finalement peu de textes qui vont vraiment bousculer la politique française, qui sont à l'étude au Parlement ou même au gouvernement. François Bayrou, il s'en fiche, il avance, mais c'est ce qu'il avait promis et c'est la méthode Bayrou en réalité. Et Paul avait raison de dire les cimes paloises. En fait, il applique la technique du montagnard. C'est plutôt que de faire des grandes foulées, des grands sprints, puisque c'était le marathon de Paris la semaine dernière. Lui, c'est un montagnard. Il fait pas à pas. Donc oui, c'est plus lent. Les résultats, ils sont pas concrets directement, mais en revanche, il est quasiment persuadé de sa méthode. Et pour l'instant, on peut pas dire qu'il n'est pas, qu'il n'est pas. Oui, les Français pas. Mais pour l'instant, on peut pas dire qu'il n'est pas réussi. C'est quand même celui qui a doté la France de 2 budgets. Michel Barnier, qui pensait qu'il y avait lui et le général de Gaulle dans l'histoire de la 5ème République, a échoué. Il a pris une motion de censure. François Bayrou, le style peut être un peu déroutant, mais ça fonctionne, et c'est le recordman de motion de censure quand même de la 5ème République, il faut le dire. Et donc ça tiendra jusqu'à quand ? Bon, il a un avantage, c'est qu'il a 2 congrès. Il y a le congrès des LR et le congrès du PS, donc il ne sera pas censuré a priori jusqu'à ce moment-là. Donc a priori, lui, sa vraie échéance, c'est la question du budget. C'est la raison pour laquelle, là aussi, on voit la méthode Bayrou. Cette semaine, il organise une conférence sur les finances publiques pour un budget qui va arriver en novembre. Alors que normalement, les premiers axes du budget, on les a autour du 15 juillet. Là, il est vachement en amont et c'est sans doute pour sensibiliser les Français aux efforts qu'ils devront faire et pour sauver sa survie au prochain budget. Mais c'est intéressant de voir le décalage entre son impopularité chez les Français et puis la sérénité qui est la sienne à Matignon. Oui, c'est pour ça aussi peut-être qu'Emmanuel Macron l'a choisi. Enfin, c'est vrai qu'il lui avait un peu forcé la main. The right man has the right place. Bravo, Jules Torres, Paul Melun. Et puis, il y a quand même aussi... J'ai pas de diplôme, mais je parle anglais. Pas mal, Jules Torres. Emmanuel Macron, maintenant, ne se charge que des questions internationales, ce qui le protège évidemment du mécontentement français. Absolument. Il y a ça aussi. Parce que très bien, les courbes se croisent, mais Emmanuel Macron ne parle pas de ce qui intéresse directement les Français. Notre ami Jules a fait un excellent exposé auquel je n'ai rien à redire. Comme d'habitude. Non, il a été très brillant ce soir. Quant aux explications très bien faites du décrochage de François Bayrou, moi je vais me risquer à expliquer pourquoi la courbe se croise du côté d'Emmanuel Macron. Je pense que, comme ça on est en complémentarité, vous avez dans votre question, Pascal, dit l'essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron, en se concentrant sur l'international, en montrant qu'il pouvait être un interlocuteur de choix pour le président Zelensky en Ukraine, qui a été bien laissé seul, pour Donald Trump, qu'il est allé voir à Washington, aux États-Unis, et pour lequel il a eu des mots aussi de fermeté et à la fois constructifs. Donc, sur l'échiquier politique international, il incarne une forme, je dirais, de ressources, d'homme assez providentiel sur le plan des relations internationales, en tout cas perçu par certains Français comme tel, face à des géants comme Donald Trump ou comme Vladimir Poutine ou le président chinois Xi, qui déstabilisent la planète. Donc on se dit, on a besoin de valeurs refuge dans ces temps de troubles. Donc
il a cette carte à jouer qui, au plan sondagier, au plan des enquêtes d'opinion, peut le servir. D'autant qu'il a une autre arme en politique internationale qui est un peu le domaine du président. C'est la culture et la mémoire, c'est-à-dire les événements, les célébrations et la culture. Alors, il ne faut pas qu'il soit non plus condamné à inaugurer les chrysanthèmes comme certains présidents de la Troisième République, mais il y a aussi là matière à fédérer la nation, à unir, et donc dans ce rôle-là, face à un François Bayrou plus affaibli, qui lui est dans les tambouilles partisanes, en première ligne face aux problèmes d'insécurité, de violence au quotidien, de justice, de pouvoir d'achat, Emmanuel Macron peut être dans une posture de surplomber un peu le match politique français. Donc ça, c'est un vieil héritage de la Ve République gaulliste qui lui est donné et qui peut lui permettre de remonter dans les sondages, je pense, dans les prochaines semaines. Et si je peux apporter une petite touche à cet exposé brillamment, d'ailleurs exposé par Paul Melun. Les auditeurs vont dire qu'est-ce qui se passe ce soir. D'habitude, ils s'engueulent. Ce soir, il y a aussi quelque chose d'intéressant chez Emmanuel Macron, enfin chez les Français et de leur perception d'Emmanuel Macron, c'est qu'il semble oublier de plus en plus la dissolution. Et c'était le principal mot des Français contre Emmanuel Macron après sa dissolution ratée suite aux élections européennes. C'est que les Français ne la comprenaient pas. Ça a amené un chaos politique qui était beaucoup plus grand que celui qui existait déjà. Mais sauf que c'était il y a quasiment maintenant 1 an et les Français semblent l'oublier. Et Paul a raison. Emmanuel Macron qui a concentré toute sa politique sur l'international, il dit aux Français finalement, vous voyez, moi je me bouge, j'essaye de négocier sur les tarifs douaniers, j'essaye de faire bouger cette Union européenne qui est bureaucratique et qui normalement ne bouge pas beaucoup et qui ne montre pas les muscles face aux prédateurs. Vous savez, Emmanuel Macron, il parlait des herbivores et des carnivores. Eh bien, il ne veut pas que l'Union européenne soit herbivore. Il montre qu'il se bouge, il va sur des questions très sensibles. Moi, je suis pas sûr qu'il ait gagné beaucoup de points, par exemple, sur cette question de l'État palestinien. Mais au moins, ça montre une activité du président de la République. Et depuis janvier, il a pris plus de 7 points. Donc c'est quasiment Byzance pour le président de la République. Après, c'est pas non plus 72% de mécontents. Voilà. Ça fait du monde quand même, Gilles Torres. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Il va rejoindre François Hollande au rang des présidents les plus impopulaires de la Ve République. En tout cas, je vois pas beaucoup de capacité de rebond pour Emmanuel Macron d'être à la fin de son double quinquennat, son décennat, un président populaire. De quoi qu'il arrive, quand Emmanuel Macron partira de l'Élysée, ce sera un président impopulaire et plus impopulaire que jamais. Il y a quand même un point à noter aussi. Et ça vaut aussi ce que je vais dire pour le bloc central dans toutes ces nuances, c'est que on peut dire ce qu'on veut d'Emmanuel Macron, il n'y a pas grand monde en face et il n'y a pas grand monde pour lui succéder. C'est-à-dire quand vous regardez la composition du bloc central et les prétendants au poste à l'Élysée en 2027, il y avait d'ailleurs un très bon papier dans le JDD qui parlait de Elisabeth Borne, de Madame Braun-Pivet, etc. Oui, nous en parlons pas non plus. Vous avez vu, c'est parce que c'est pas Jules Torres qui l'a écrit, donc il ne veut pas que je dise du bien de ses confrères. Vous voyez. C'est ça. J'aime bien conserver mon précaré. mais tout le service politique du JDD est très bon. Il y a pas les deux, faut pas exagérer non plus. C'est les forces vives du service politique du JDD. Mais blague à part, il y a tellement de prétendants sur la ligne de départ pour succéder à Emmanuel Macron, avant même qu'il ait complètement terminé son action, qu'on se dit, et peut-être que les Français se disent aussi, finalement cet homme qui est là depuis 7 à 8 ans, qui fait de la politique internationale, qui garde quand même la main sur les institutions de ce pays, est peut-être une sorte de valeur refuge. Et c'est pareil pour les oppositions. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont là depuis bien longtemps. On ne voit pas émerger de figures. Alors il y a Jordan Bardella au RN, mais à gauche, par exemple, on ne voit pas émerger de figures. Chez les socialistes, vous parlez de la gauche. On pourrait parler de Raphaël Glucksmann, mais moi, vous savez que je suis plutôt de gauche. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un, un social-démocrate, qui prenne le leadership à gauche. Là, aujourd'hui, ça n'existe pas. Que faites-vous, Paul Melun? Mais allez-y, portez fièrement les idées de la gauche. Comme j'ai lu le livre de Samuel Fitoussi qui dit que les intellectuels se trompent. Non, vous êtes un essayiste. Vous n'êtes pas concerné, vous allez me dire. Vous n'êtes pas des intellectuels, Paul Melun. Écrivez un livre sur les intellectuels, on en reparlera, Jules Torres. Vous êtes taquin, le pauvre. La bonne entente avec Jules Torres, ça ne dure jamais longtemps. Mais ça n'aura pas duré longtemps. Mais non, mais il me provoque. Alors forcément, je suis obligé de riposter. On s'ennuie, on ne va pas se faire des câlins et des bisous pendant 1 heure. Non, surtout qu'il y a des désaccords de fond entre Jules Torres et moi, je pense. Oui, sur quoi des accords de fond politiques? Bah oui. Il est macroniste, je ne le suis pas. Il est je ne le suis pas. Voilà. Ne laissez jamais le soin à votre adversaire de résumer qui vous êtes. Généralement, il y a des erreurs.